Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Il est encore dans le temps, mais pour ceux que j'aurais pas vu, mais ça m'étonnerait, je souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année, pour vous, vos proches, et surtout une bonne santé. Secrétaire de séance, Céline Kéranguema, à qui je vais demander de procéder à l'appel. Alors, Pierre Augor. Présent. Anne Caro. Présent. Michel Cadour. Présent. Anne-Sophie Morvan. Présent. Thierry Collat. Présent. Isabelle Nédélec. Présent. Mathieu Seité. Mathieu Seité a une procuration pour Sophie Gavache. Anne-Sophie Gavache. Sophie Gavache. Gilbert Quintel. Il va arriver. Michel Richard. Présent. Nelly Gallet. Présent. Marie-Françoise Cargenou. Présent. Alain Cueff. Présent. Jean-Jacques Cadalin. Présent. Pierre Yvain. Présent. Catherine Mercer. Présent. Bénédicte Rollet. Dans les bouchons, elle arrive. Elle est arrivée? Ah, ben c'est bien. Pardon. Stéphanie Cotero. Moi-même. Olivier Yvain. Il va arriver. Antoine Leporce. Denis Fellec. Bruno Simon. Sylvie Ravaillot. Gonel Cargent. Jérôme Jacopin. Catherine Déniel. Que procuration à Denis Fellep. Jean-Philippe Souriman. Jean-Philippe Souriman, procuration à Jérôme Jacopin. Et Emmanuel Lebar. Ok, merci. Le procès verbal, y a-t-il des observations sur le procès verbal du conseil municipal du 15 décembre 2022, dont la secrétaire de séance était Catherine Mercer? Il n'y en a pas, je considère qu'il est validé. Merci. On fait passer les deux à Catherine parce que c'est la seule à signer. Juste en préambule de ce conseil où il n'y a pas un ordre du jour très conséquent, intervenir sur un problème que les Guilhériens ont connu, enfin certains Guilhériens ont connu ces derniers jours et ces dernières semaines. Surtout des problèmes de télécommunication. Alors, il nous est revenu aux oreilles, que ce soit Orange, Free, SFR et j'en passe, que beaucoup de Guilhériens avaient des soucis de connexion ou n'avaient plus rien du tout comme connexion. Alors, bien évidemment, l'accueil de la mairie a été submergé d'appels depuis un certain temps, au début pas beaucoup. Nous nous sommes renseignés, et bon, il n'y avait pas vraiment de retour. Plus le problème avançait et plus le nombre d'usagers était vraiment important. Alors là, on a essayé de joindre les services, mais vous savez, quand vous appelez ces services-là, vous tombez toujours sur des plateformes, et généralement, on vous rappelle ou on vous rappelle pas du tout. Donc à un moment, il a fallu taper sur la table et nous avons réussi à voir, parce que bien sûr c'était Pierre Augor ou c'était le maire qui était responsable bien sûr de tous ces problèmes-là, bien évidemment. Et donc on a réussi à obtenir un peu le pourquoi du comment. Et en fait c'est une opération, c'est sur le transformateur Orange de la mairie où il y a les travaux de la ville qui se situe sur un terrain aujourd'hui privé. Et donc il y a des aménagements autour et il y avait un problème d'accès à ce passage alors que tout était bien vu avec le promoteur immobilier. Et bon, parapluie sur parapluie, effectivement, ou très mauvaise relation entre le promoteur et les services d'Orange. Donc ils avaient empêché aux réparateurs ou aux gens qui devaient intervenir l'accès à ce poste-là. Donc effectivement, les services ont eu une réunion hier matin et tout de suite ça a été débloqué. Mais je ne comprends pas qu'il a fallu l'intervention de la mairie sur des choses qui sont basiques et simples. C'est pas parce qu'il y a une planche par terre qu'on va bloquer des usagers pendant 15 jours ou 3 semaines. Alors moi je pousse un peu ma gueulante, mais des choses simples qui peuvent être traitées avec simplicité et avec du bon sens. Il a fallu qu'on intervienne parce que le droit de retrait, parce que il y avait une palette qui était mal située, ou parce qu'il y a une grue qui passe de temps en temps au-dessus. Ben oui, quand on fait un bâtiment. Mais ça, c'est des choses qui étaient établies avant dans le protocole d'accord entre Orange et le promoteur. Voilà. Donc j'espère que les usagers, on m'a dit que ça
tous les problèmes seraient résolus assez rapidement. J'espère que c'est le cas. Et je m'en excuse auprès d'eux, peut-être d'avoir pas tapé sur la table assez vite, assez tôt, mais on s'imaginait pas que des choses comme ça pouvaient se dérouler. Donc aujourd'hui, c'était surtout pour les problèmes de famille, qui ont des parents qui ont des téléalarmes, des trucs comme ça. Bref, voilà. Il y avait des problèmes de sécurité, et je trouve désagréable d'être obligé d'intervenir sur des choses dont on n'aurait même pas besoin normalement de se poser la question. Voilà ce que je voulais dire en préambule du Conseil. Et je donne la parole tout de suite à Anne Caro pour le compte rendu de la délégation au maire. Oui. Oui. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, sur un propos liminaire, l'occasion de faire des vœux, de présenter les vœux. Comment faire le bilan de cette année morose? Comment se projeter face à un avenir incertain? Une année 2022 qui a vu les crises s'accentuer, s'accumuler, s'enchevêtrer même. En vrac, Ukraine, climat, Covid-19, énergie, environnement, péril démocratique, logement, inflation et j'en passe. À en être hébété. Et le maître mot, pour pallier à certaines d'entre elles, pourrait être la sobriété. Inciter ou contraint pour beaucoup à y tendre, pas à pas, concerné, apportant chacun sa pierre à l'édifice, solidaire, persévérant. Que cette année 2023 soit celle de l'unité. En 2023, à Guilherme, nous allons voir le bureau de la Poste fermé. La majorité a fait ses choix. Nous aurions souhaité que cette orientation soit présentée aux Guilhermiens, qu'elle soit débattue lors de réunions publiques. Personne ne sachant tout sur tout, ces consultations auraient permis la multiplication des points de vue et des expériences. Et puis, dans un contexte de défiance envers le politique, c'est aussi un moyen de faire saisir les enjeux et les difficultés de l'exercice. C'est surtout le moyen rendu aux citoyens de participer aux décisions. Puisque nous sommes en période de vœux, nous en faisons un. Plutôt que de vendre les locaux actuels de la Poste à un promoteur immobilier, lançons un projet participatif autour de cette question. Quel avenir pour ce bâtiment? Faites confiance aux Guilhermiens, ils ont des idées. Des habitants qui portent un projet, d'autres qui participent aux réunions, d'autres encore qui apportent une aide ponctuelle. 2023 pourrait être l'année du collectif, celle de la pluralité. Lors de la cérémonie des vœux du 6 janvier dernier, vous avez évoqué la difficulté du mandat d'élu, qui conduisait beaucoup de maires à jeter l'éponge. Changer le regard des citoyens sur les élus passe par l'éducation. Quoi de mieux qu'un conseil municipal des jeunes pour le faire? Intéresser les jeunes aux affaires publiques, les faire participer à la vie de la cité, les aider à construire leur citoyenneté. Il y a aujourd'hui plus de 2500 CMJ en France. Pourquoi pas à Guilherme? Nous soumettons ces deux propositions aujourd'hui, alors que l'un des points à l'ordre du jour est le débat d'orientation budgétaire et que, nous le verrons dans la conclusion du rapport, le contexte invite à la prudence. Effectivement, leur mise en œuvre aurait une traduction budgétaire, la vente des locaux de la Poste ne serait plus intégrée dans les recettes, et un budget participatif, ainsi que la création du CMJ, serait inscrit dans les dépenses. Le bénéfice de ces actions n'est donc pas financier. Il est davantage à chercher du côté de l'humain, de la citoyenneté et de la démocratie. Merci de votre attention. Bien, je ne ferai bien sûr aucun commentaire sur votre intervention. La politique de la commune, elle est menée. Si nous avons des débats, eh bien, ils se passent autour de cette table, mais il y a un ordre du jour et on va y rentrer tout de suite, Madame Première adjointe. Le Conseil municipal est informé des décisions prises dans le cadre de la délégation générale du Conseil municipal au maire, article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, délibération numéro 2022-51 du 7 juillet 2022, à savoir numéro de décision 2022-12-01 portant sur la passation d'un avenant pour accepter des révisions de prix sur le lot 3 produits surgelés dont Pomona Passion Froid est titulaire, c'est en date du 16 décembre 2022.
Numéro de décision 2022-12-02 portant sur une demande de subvention auprès de l'État au titre de la DETR 2023 pour la réfection complète de l'espace d'accueil mairie et l'intégration d'un accueil agence postale communale, la réfection des espaces d'accueil du public de la médiathèque et la réalisation de travaux d'économie d'énergie dans la salle du conseil municipal, la médiathèque et l'épicerie sociale. Montant des travaux, 146 859,68 € hors taxes. Montant de la subvention sollicitée, 44 057,90 € hors taxes. C'est en date du 29 décembre 2022. Décision 2023-01-01 portant sur la location de matériel audio avec la société Audiolite pour l'année 2023 à l'espace Jean Maubillan pour un montant de location annuel de 6 980 € hors taxes jusqu'au 31 décembre 2023 et cette décision est en date du 3 janvier 2023. Merci. La Commission a pris connaissance du dossier. Oui, la Commission a pris connaissance du dossier. D'accord. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas? Bon, merci. Il n'y a pas de vote. De toute façon, c'est une information. Je cède la parole tout de suite à Michel Cadot pour le ROB et le DOB. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2312-1 et D.2312-3, vu l'article 107 de la loi numéro 2015-991 en date du 7 août 2015, dite loi NOTRe, considérant l'obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants d'organiser un débat d'orientation budgétaire dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget. Considérant que le débat d'orientation budgétaire doit s'appuyer sur un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, considérant que, conformément au règlement intérieur du conseil municipal, pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des conseillers en mairie ou par voie dématérialisée 5 jours avant la séance des données synthétiques sur la situation financière de la commune, contenant notamment des éléments d'analyse rétrospective et prospective. Considérant que ce rapport, annexé à la présente délibération, doit donner lieu à un débat et faire l'objet d'un vote, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du débat d'orientation budgétaire. Bon, est-ce qu'il est nécessaire de refaire toute la présentation qui a été faite en commission? C'est-à-dire que, je me répète peut-être, mais pour les plus jeunes d'entre vous, il y a 10 ans, on faisait ça sur une feuille recto verso. Aujourd'hui, c'est tout un rapport qui fait des dizaines de pages, puisque nous sommes obligés de mettre, ce qui me paraît peut-être normal, ce qui est normal, le contexte mondial, international, européen, français, le contexte local, et quand je dis local, c'est aussi la métropole et tout le territoire de Brest. Ensuite, il y a toute la partie analyse financière de la commune, alors rétrospective des dernières années et bien sûr évolutive. Donc nous sommes obligés de le faire avec, je dirais, un détail qui est à la limite déjà de la proposition budgétaire qui restera à peaufiner d'ici le 9 mars, pour le prochain conseil municipal. Alors moi, si certains demandent, ou alors vous avez déjà vos questions à poser, vos interventions, mais je dirais que ce contexte-là, on prépare le DOB, le ROB, on a préparé le ROB et le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2023. Il est le rapport exact de ce que je disais pour le budget 2022. C'est que nous étions dans le flou et qu'il fallait surtout être prudent. J'aurais tendance à dire, répéter les mêmes mots, même on pourrait presque répéter les mot pour mot ce que j'avais dit à l'époque, c'est que nous sommes un peu dans le brouillard, le contexte international aujourd'hui avec les répercussions que ça a pour nos collectivités, nous amène à être très très prudents.
même si nous avons quelque part une certaine chance d'avoir au niveau des énergies, même si on sait qu'elles vont sérieusement augmenter, tous les combustibles, les carburants et autres, avoir des conséquences pour notre collectivité, on a la chance, c'est qu'on a un contrat, un groupement de commandes avec la métropole qui atténue un peu le soubresaut que d'autres collectivités n'ont pas cette chance-là. Donc je le signale, et c'est vrai que si on avait eu les mêmes incidences que certaines collectivités de même strate que nous en matière d'augmentation des énergies, j'avoue que ça aurait été beaucoup plus complexe d'avoir des orientations sur du moyen terme. Mais bon, faire comme M. Cargent, on peut faire des vœux en début d'année en disant on souhaite que cette crise s'arrête, on souhaite que le pétrole baisse, on peut souhaiter plein de choses, mais là, ça peut être aussi des vœux pieux. Et moi, je reste toujours lucide quand je ne crois que ce que je vois, et pour l'instant, on fait avec les éléments que l'on a. Donc, un grand merci au service comptable, et notamment à François Leroy qui nous a préparé ce DOB, ce ROB, et qui nous amène au DOB, et avec, je dirais, une certaine, en étant tout très pointilleux sur les éléments qui vous ont été présentés en commission l'autre jour. Voilà ce que je voulais dire. Donc, prudence, et on va regarder les mois qui viennent si on peut effectivement voir les choses avec plus de sérénité, mais valeur aujourd'hui, voilà, on ne sait pas, et puis le contexte national n'est pas aujourd'hui porteur pour nous donner des signes vraiment encourageants. Mais voilà, faut pas faire de la sinistrose, faut pas faire, je dirais, faut regarder toujours devant et y trouver des solutions pour ça. Donc on y travaille tous les jours pour essayer de trouver toujours des améliorations, notamment en matière énergétique, en matière d'économie, et si les choses deviennent meilleures demain, on les prendra en compte, on fera en sorte de les assimiler à notre vision budgétaire si on a un peu de souplesse. Mais pour l'instant, voilà. C'était un peu la présentation qui vous a été faite, mais en synthétique très rapide. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, M. Simon. Tout d'abord, bien évidemment, on s'associe aux remerciements par rapport à la qualité des documents. L'Europe 2023 est encore, je dirais, de qualité supérieure à celui du 2022, et c'est très bien. On a quand même quelques questions. La première portera sur les charges à caractère général, donc le chapitre 11. Donc il y a eu une augmentation de 28,7% entre 2022 et 2023. Donc c'est inédit, mais cela s'explique assez facilement notamment par l'inflation importante. Ne trouvez-vous pas que votre projection d'un quasi-retour à la normale avec une augmentation limitée à 2% à partir de 2023 n'est pas un petit peu optimiste? D'accord, on va faire. Écoutez, on a essayé de regarder ce qu'il se passait un peu dans le contexte général. On s'est dit, il y a une forte augmentation. Ce que l'on souhaite, nous, aujourd'hui, c'est qu'on ait un palier qui reste, je dirais, dans une matière inflationniste, qui va redevenir normal. Ceci dit, voilà, je vous dis, moi je sais pas, mais on a essayé d'être optimiste. Si on maintient une augmentation de 28% tous les ans de charges à caractère général sur les charges qui ont déjà augmenté, à mon avis, c'est même pas Guilher c'est même pas de Guilher qu'on va parler, c'est d'un contexte, je dirais, de toutes les collectivités locales qui vont prendre une baigne, excusez-moi du mot, mais et donc on essaye voilà, mais j'entends, c'est un souhait. Mais je suis comme vous aussi, je me dis, si on arrive à ça l'année prochaine, on sera content. Mais voilà. Là, on est sur des prospectives un peu aléatoires et on a proposé des choses, mais au moins on a posé les chiffres avec cette augmentation. Mais bon, voilà.
Autre question? Merci. Oui. Dans le même registre, concernant les charges de personnel, il est prévu il y a eu une augmentation de plus de 5% depuis 3 ans. Votre objectif est de la contenir à 3% de 2023 à 2026. Est-ce que cet objectif est atteignable sans réduction de postes? Merci. Ben, je redirai un peu la même réponse. Hein. Moi, si demain on me dit qu'il faut une augmentation de l'indice, du point d'indice, à 3,5, 4, 5, je sais rien, comme l'année dernière, ben c'est vrai que les objectifs, on ne pourra pas les atteindre, mais on est parti pour ça. Si l'inflation continue à être au niveau où l'on est aujourd'hui, moi je ne sais pas ce qu'elle sera en fin d'année, ni dans 3 mois, ni dans 4 mois. Donc, on met des bases, et c'est sûr qu'il y aura certainement des postes qui ne seront pas remplacés si tel était le cas en augmentation. L'effet ciseau ne pourra pas être réalisable et pas tenable. Mais voilà, je discute avec mes collègues, on est tous dans la même situation. Départ, pas forcément remplacement. Voilà. Mais c'est pas mon souhait, bien évidemment. Mais si le budget si les orientations à l'inflation, comme on n'a pas connu, inédit quand même depuis de très très nombreuses années, ben il faudra certainement faire des coupes sombres, malheureusement. Donc vous confirmez donc que les postes prévus et votés, il y a un... Ah non, mais là il y a des postes aujourd'hui qui sont remplacés, qui sont en voie de remplacement. Les appels d'ailleurs à candidature sont faits ou sont en cours d'instruction. Après, quand il y aura encore des départs en 2023, on regardera. Si tel était le cas, certainement qu'on serait amené à prendre des décisions. Voilà. Mais je ne sais pas lesquelles pour l'instant. D'accord. Mais ceux de la police municipale, en tout cas, n'auront pas... Ça, pour l'instant, pour moi, c'est mis de côté. Aujourd'hui, c'est les priorités des priorités. C'est aujourd'hui, on nous transfère encore des choses, l'État nous transfère. Hein. On parle de la police municipale, mais ça va être pareil pour la justice. Nous avons, c'est même pas notre charge à nous, mais aujourd'hui, on voit que la justice transfère beaucoup de choses sur les maires, que nous, on transfère sur les conciliateurs de justice. Aujourd'hui, le conciliateur de justice, il est déjà il est submergé de demandes, parce que la société vit comme ça, la société ne comprend plus pourquoi elle vit d'une manière un peu bizarre. Bon, il est submergé de choses. Ben, écoutez, si demain la justice dit que dans les lois qui sont prévues, on va se débarrasser de plein de petits dossiers, ben, je pense que on aura le maire avec son rôle d'officier de police judiciaire, il ne va pas supporter tout ce qui est transféré. Je dis ça entre guillemets, ça n'a pas d'incidence financière, mais c'est les emmerdements qu'on nous transfère, on n'a pas besoin de ça, quoi. On a déjà assez à faire. Autre question? Oui. Économique du territoire communal. Pouvez-vous nous en dire plus sur la finalisation de la zone économique de Quérébars, hein? Selon les articles qu'on avait pu lire dans la presse, le projet devait commencer en mai 2022 et le financement pour la bretelle d'accès sur la RD5 qui relie Brest à Saint-Ronan était visiblement acté. Alors est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que, lié, je dirais, à la conjoncture, il y a une revision au niveau de ce dossier? Alors, c'est toujours d'actualité et je ne peux pas trop en dire plus puisque nous sommes dans des négociations privées en cours et la zone de Quérébars, bien sûr, ce n'est pas la ville de Guilherme qui l'amène, c'est un dossier de métropole, de la métropole négocie, mais dès qu'on pourra le faire, alors je ne sais pas si c'est au prochain conseil ou le conseil d'après, dès que les dossiers seront ficelés, je me retourne vers Sophie qui suit le dossier avec moi, on pourra venir faire une présentation, dire au service de venir vous faire une présentation, je dirais sur la philosophie globale, mais aujourd'hui il y a des tractations en cours et je ne veux pas en dire plus. Voilà, je ne veux pas m'immiscer dans des choses dont ça pourrait avoir posé problème sur des négociations. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le dossier avance. Le compte à rebours et moi on m'a dit fin 2023, normalement tout est clos. Et l'accès à la zone par le bas
est acté et le financement est acté aussi. Voilà, ça ce que je peux dire, moi, ça c'est pas... Je ne dévoile rien du tout de secret de ce côté-là. Voilà, mais on reviendra devant le Conseil pour présenter. Autre question? Oui. Concernant donc les investissements cette fois-ci, nous constatons un budget d'investissement de 2,9 millions sur la période 2023-2026, un volume relativement faible, contraint par la dette et l'inflation. Le ROB ne présente pas la nature des investissements envisagés. Les crédits sont affichés en face de termes génériques le plus souvent. Et quels sont plus précisément les projets pressentis, en particulier sur les lignes rénovation, construction de bâtiments et travaux d'aménagement du bourg, donc hors AP? Alors, sans cacher, ces travaux, je dirais, d'amélioration toujours du bâtiment. Ce que l'on fait traditionnellement tous les ans, on met des sommes où elles vont être orientées. Aujourd'hui, on sait que ça va être surtout pour la rénovation énergétique liée à des changements de chaudière ou à des améliorations, essentiellement. Sur le reste, après, c'est de l'entretien de bâtiments. Vous voyez, on fait des travaux à la médiathèque. Bon, ça monte tout de suite. On vient de changer l'éclairage à Ballard. Voilà, ce sont des choses pour améliorer, bon, pour mettre des lettres, enfin, c'est des choses comme ça. Et les travaux du centre-bourg, c'est l'aire de jeu qu'on avait reculé un petit peu, mais qui va se faire, là, normalement, cette année, autour de la maison Saint-Albert, avec un aménagement et la mise en place de toilettes publiques. Voilà. Voilà ce qui est aujourd'hui dans l'aménagement du bourg, globalement, une généralité. Voilà. Spécifiquement sur la ligne, rénovation, construction de bâtiments, c'est là où on a la plus forte somme, puisqu'on a 850 000 euros. Il y a une autre ligne pour l'équipement sportif et culturel, donc les éléments de Ballard, je pense rendre là-dedans, mais sur cette ligne spécifique rénovation, construction de bâtiments, c'est quoi parce qu'on voit il y a une somme de 100 000 euros en 2023, ensuite c'est 250 000 euros par an. Donc à quoi ça correspond Ouais. C'est l'entretien du bâti. Alors, on s'est mis sous forme construction de bâtiments, mais il n'y aura pas c'est plutôt de la rénovation, l'amélioration de bâtiments, plutôt que de la construction. Moi, on n'a pas. C'est du petit bâti, quoi. Voilà. Voilà. Alors, c'est peut-être le libellé, mais est-ce qu'on pourrait mettre construction, rénovation? Il en fallu peut-être. Bon, bref. Mais c'est ça, hein, essentiellement. Autre question sur le sujet. Emprunter ne coûte rien. Cet adage n'est plus d'actualité. La crise est passée par là et les emprunts à taux variable ont fait augmenter les intérêts à payer de pratiquement 60 000 euros sur les 3 années à venir. Si les crises étaient difficiles à prévoir, nous tenons à rappeler que nous avons, et la minorité précédente avant nous, maintes fois alerté sur la majorité sur un niveau d'emprunt excessif et donc imprudent. Vous avez parlé justement de prudence lors de vos vœux. Quelle en sera la traduction concrète? Enfin, chaque fois on a le droit pour l'Europe, chaque fois on a le droit pour les budgets, la même litanie. Je crois qu'on est à combien d'endettement là? En dessous de 5, 4,7 ou 4,8. Voilà. Les taux d'intérêt augmentés, on a fait des emprunts à des taux défiant toute concurrence. On a fait des taux à taux fixe, on a à peu près la moitié, hein, je ne me trompe pas François? Allez, moitié globalement, à taux fixe, à des taux défiant toute concurrence. On a des taux variables avec effectivement cette variation. Combien que c'est le chiffre? Mais là vous parlez pour 3 ans. Là c'est pour 3 ans, les 60 000 euros de frais financiers. Ouais. Mais enfin, ramener, il ne faut pas non plus dire des chiffres comme ça, il faut les ramener dans leur contexte. Combien est gagné avant, voilà, d'une part. Moi, je regrette rien de ce qu'on a fait. Et demain, on sera avec Monsieur Kerjean à la métropole pour parler du débat d'orientation budgétaire et on va frôler les 12 années d'endettement avec tous les investissements qui vont être faits. Là aussi, j'aimerais vous entendre.
Là, j'aimerais avoir le même rapport que vous avez aujourd'hui à la mairie de Guilherme et d'avoir M. Carsan intervenir auprès du président pour lui dire la même chose. Et c'est vous qui allez râler, vous êtes vice-président, pardon, monsieur Pardon le maire. Vous êtes vice-président Ah, à la ne vous métropole. inquiétez pas, si vous y avez été à la commission l'autre jour, plénière, vous savez que je suis Je vous ai intervenu. entendu. Bon, d'accord. Je vous ai entendu. Bon. Voilà. Bon. On vous a On entendu. va pas se plaindre chez les autres quand on n'est pas capable de le dire après. Mais vous êtes d'accord que vous faites partie de l'exécutif, moi pas du tout. Je fais partie À la des- métropole. Oui, Ok, je fais on partie est de d'accord, l'exécutif, d'accord. monsieur, mais ne On vous est trompez d'accord. pas. Je ne suis pas dans la majorité politique. Faut pas se tromper non plus. Et c'est Politique, peut-être pas non, vous mais qu'il faut faut pas parler le de la dire. majorité. Il y en a qui le savent depuis très longtemps. D'ailleurs, Madame Morvan m'a repris l'an passé sur les votes des taux. Nous faisons, vous et moi, partie de la majorité à la métropole. Pas politique, mais nous sommes partie tous de la majorité. D'accord. Et vous faites partie de l'exécutif. Oui, oui. Moi non. Oui, oui. C'est l'art et la manière de botter en touche. Et ici non plus, je ne fais pas partie de l'exécutif. Sauf que je vous pose la question, quelle sera votre réaction demain quand vous allez vous présenter ça? Voilà. Ben, vous ne me répondez pas, vous n'êtes pas obligé de me répondre, c'est pas le débat d'orientation budgétaire de la métropole. Mais j'avoue que... On peut moi parler aussi, du département aussi, si vous voulez. On peut s'étendre sur. Alors là, on peut lancer plein de sujets si on veut. Mais c'est à vous de cadrer le débat, monsieur le maire, non? On est au conseil municipal. Cadrez Oui. le débat, merci. Vous avez un culot de dire que vis-à-vis des emprunts que l'on a fait, on est en train de déraper. Je ne dérape pas du tout, c'est l'inflation qui nous fait déraper. C'est la montée des taux qui fait monter. Et vous ne vous réjouissez pas de ça, puisque demain les conséquences pour l'économie vont être dramatiques. Je ne me réjouis de rien. Les DNTO, on verra bien, cette année, Nous, c'est on un peu regarde. moyenne encore, mais l'année prochaine, quand on verra le commerce, comment il va se faire, il peut avoir des baisses de rentrée financière liées à ce problème inflationniste. C'est pas moi qui ai fait l'inflation, c'est pas moi qui ai fait exploser les prix, c'est tout, c'est un constat, et on est obligé de prendre le constat. Alors, si les taux d'intérêt augmentent, ben, on savait très bien qu'à un moment, ça pouvait pas durer. Mais on a eu au moins cette chance pendant de très nombreuses années d'en profiter. On a fait des prêts à, je sais plus, à 0,03 ou 0, enfin, quelque chose que il y avait une incidence. Mais on savait qu'à un moment, peut-être, ça pouvait remonter. Ben, on les a aujourd'hui, Mais on est tous mis devant le même fait accompli. Voilà. Donc, je dis, comme je le pense, effectivement, c'est une réalité, on doit faire avec, et on travaille tous les jours pour trouver des solutions, pour pallier à minimiser l'impact sur notre collectivité, et aussi d'essayer de faire comprendre aux gens que tout le monde doit faire des efforts. Alors il y a eu des campagnes d'information en disant que tout le monde devait serrer les boulons chez lui pour faire des économies. A priori, ça a eu une répercussion positive. Donc les gens ont baissé leur consommation partout, même s'il fait frais ce soir dans cette salle, c'est un peu ça aussi. Non, mais même parce que le chauffage marche pas bien, d'une part. Mais c'est vrai, on nous demande toujours, on a encore des demandes toutes récentes là, de gens qui veulent mettre des radiants pour chauffer dans. Alors, jus scolaire, oui, ça, quand il y a eu problème pour les chaudières, ça, on l'a fait. Mais quand il y a des problèmes au niveau associatif et tout, on nous demande de mettre, et qu'on achète des radiants, des souffleurs. Nous, on achète des souffleurs. Faut avoir un moment, dire, ouais, tout le monde va nous parler d'écologie, de réchauffement de la planète et de faire tout ce qu'il faut, et puis faire l'inverse après, individuellement. Moi, non. Voilà. Donc, on refuse, sauf s'il y a une bonne excuse ou une bonne raison. Mais aujourd'hui, voilà, on essaye de faire comprendre aux gens, qu'on n'est plus dans le consommation. D'ailleurs, c'est votre discours aussi, je crois. Nous aussi, on essaye de faire les choses et en étant respectueux et puis respectueux d'abord aussi parce que ça a des répercussions sur les finances communales à terme. Autre question. Voilà, si je peux me permettre juste de rebondir un moment. Oui. Ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'est que les crises différentes qui se sont succédées auraient été amorties plus facilement par la commune si le niveau d'endettement n'était pas à ce niveau-là. C'est exactement. Oh la vache. Voilà. Ouais, je ne vais pas répondre parce que c'est une incompréhension du fonctionnement d'une collectivité. Et puis le ratio de désendettement, oui, il est 4,97. Alors fatalement, quand on prévoit une épargne brute élevée, fatalement ça descend le nombre
le nombre d'années pour rembourser la dette. Mais bon, après, on présente les chiffres qu'on veut. On présente les chiffres qu'on veut. Ouais, respectez. François, t'as pris ça au hasard, les chiffres, là? Ne déformez pas nos propos, on dit pas Non, qu'on mais prend on les chiffres. tout le monde, on excusez-moi, dit des chiffres excusez-moi, qu'on dit. tout le monde l'a entendu, là, j'espère que tout le monde l'a enregistré, vous remettez beaucoup de choses en question avec ce terme-là, quand même. Non, parce que- Vous présentez les chiffres que vous voulez, point. Sur l'endettement, on peut prendre l'annuité de la dette. C'est un chiffre qu'on peut prendre. Ouais. D'accord? Ouais. Mais on peut aussi regarder quel est l'endettement moyen par habitant au niveau de la commune. Et je dirais que là, les chiffres sont beaucoup moins, reluisants pour Guilherme par rapport aux autres communes de la métropole. C'est tout. Donc, c'est ce qu'on dit. On peut prendre des chiffres, si on les enlève du contexte général, oui, on peut se dire c'est bien ou c'est pas bien. Je pense qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Nous, ce qu'on dit depuis très longtemps, c'est que on estime que les investissements qui ont été faits n'étaient pas, adaptés par rapport aux finances de la commune. C'est notre position. Vous la partagez pas, soit, mais laissez-nous au moins. Ah, mais C'est notre position. Mais Voilà, c'est tout. Respectez-la. je vous laisse libre de vos propos. Mais quand vos propos ne sont pas réels et réalistes, permettez-moi de vous répondre que je ne peux pas l'accepter. C'est comme le débat avec la Poste, hein. Voilà, on n'est pas du tout d'accord, mais je vous laisse mettre de vos propos, c'est vos propos. Moi, aujourd'hui, on a fait des choix, on respectera nos choix, et les choix que j'ai faits, ou que l'on a fait avant, je ne regrette rien du tout. Et j'aurais voulu qu'on puisse continuer ça, mais dans le flou artistique que l'on a aujourd'hui, eh ben, j'aurais pas été dans la prudence, vous m'auriez reproché encore de partir à l'escalade. Ben aujourd'hui, je suis dans la prudence. On fait attention, on regarde, puisqu'on ne sait pas ce que sera fait demain. Et bien malin celui qui va me dire aujourd'hui comment ça sera demain. Individuellement, collectivement. Et je suis même pas sûr que ceux qui nous dirigent savent de quoi ça sera fait demain. Donc encore plus de prudence. C'est pour ça, voilà. Aujourd'hui, on va présenter encore un budget tranquille, où on ne devrait pas avoir de soubresaut, sauf accident. Ben oui, l'accident, ben c'est ce qui s'est passé à Cadrel. Voilà, ben on n'est pas à l'abri de ça. Demain, les imprévus, voilà. Mais c'est comme ça, ça fait partie de la vie de tous les jours, comme individuellement, chez vous, ben il peut y avoir des accidents de la vie. Ben c'est comme ça. Voilà. Autre question? Oui. Oui, je peux concevoir qu'on ne soit pas d'accord sur plein de choses. Mais ce que vous avez dit, les chiffres que vous présentez, je trouve ça insultant pour nous en tant qu'élus, je trouve ça insultant pour le travail des services. Je vous demande de retirer ce mot. C'est pas des chiffres qu'on vous présente pour vous faire plaisir ou pour nous faire plaisir, ce sont les chiffres qui vont être reconnus et qui vont être justifiés par... Pour 2022, ça va être validé par l'administration. Qui vont être validés par l'administration. Alors c'est pas des chiffres qu'on vous sort pour se faire plaisir, quoi. Je trouve ça complètement déplacé. Allez, on va clore le débat là-dessus, parce que, bon, voilà. J'ai pas envie que ça s'envenime. Autre question? Vous avez une fâcheuse habitude, Monsieur Collat, de dire ce que les personnes ne disent pas. Donc, alors, on l'a entendu, c'est enregistré, on pourra vous le repasser. Laissez-moi terminer. J'ai dit que on clôt là-dessus. Voilà, après, il faut répondre, on arrête. On arrête là, les choses sont dites, c'est bon. Je ne vais pas envenimer les choses. Je dis simplement que le ratio de désendettement dépend de l'épargne brute qu'on fixe, qu'on essaye d'atteindre. C'est tout ce que je voulais dire. Quand ça s'arrête là, c'est très bien. Bon. Voilà, c'est très bien. Les mots supplémentaires, après, ne sont pas nécessaires. Autre question? Il n'y en a pas? Je pose. Alors, page 24 du ROB, il est indiqué des priorités doivent être définies et un certain nombre de dépenses prévues dans le cadre des autorisations de programme établies lorsque le contexte budgétaire était différent doivent être revues. Lors du conseil municipal du 10 mars 2022, les élus ont voté une autorisation de programme restructuration extension du restaurant scolaire Chateaubriand d'un montant de 567 540 € avec des crédits de paiement étalés de 2022 à 2024. À la lecture du ROB, on ne trouve qu'une somme de 150 000 € sur la seule année 2023
soit une baisse de 74%. Lors du conseil municipal du 15 décembre 2022, les élus ont voté une autorisation de programme rénovation énergétique du patrimoine communal d'un montant de 4 707 000 € avec des crédits de paiement étalés sur la période 2022-2026. À la lecture du ROB, on ne trouve qu'une somme de 905 217 € sur la période 2022-2026, soit une baisse de 80%. Lors du conseil municipal du 10 mars 2022, les élus ont voté une autorisation de programme réalisation du vestiaire à Pafel d'un montant de 539 756 € avec des crédits de paiement étalés sur 2022 et 2023. À la lecture du ROB, on ne trouve qu'une somme de 3 792 € sur la seule année 2023, soit une baisse de 93%. Toute modification d'autorisation de programme étant soumise à délibération du conseil municipal, elles nous seront présentées, je suppose, lors du vote du budget en mars prochain. Mais l'ampleur des baisses annoncées dans le ROB nous interpelle. Alors pouvez-vous nous en dire plus et nous expliquer un petit peu plus ces baisses qui sont quand même assez vertigineuses par rapport aux autorisations de programme qui étaient annoncées et qui ont été votées? Ça fait pas quand même très longtemps puisque on parle de décision du conseil municipal de mars 2022 et de décembre 2022. Alors, je vais vous répondre tout simplement. D'ailleurs, quand vous posez les questions et dans le débat qu'on a eu juste maintenant, là, tout à l'heure, il vous a pas, comment dire, ça vous a pas échappé que on est dans la prudence. On nous a demandé d'écraser nos AP, nos autorisations de programme, pour rester dans une réalité budgétaire avec le contexte que l'on a aujourd'hui. Si demain, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le contexte nous permettait d'aller plus fort, dans ce cas-là, nous reviserions. Oui, effectivement, ça va être présenté au budget sous la forme que ça vous est présenté aujourd'hui, au minima de ce que l'on pourrait faire, que ce soit sur la cantine scolaire, les vestiaires, qu'est-ce qu'il y a eu encore, sur la rénovation énergétique. Voilà, vous nous demandez pas trop d'endettement, donc on remet pour que les choses soient au plus bas, donc on a mis le minimum que l'on va faire, et après, si le contexte nous permet, on retournera devant vous pour revaloriser ces autorisations de programme, mettre des chiffres qui sont peut-être, qui étaient peut-être en 2022, on n'aurait peut-être pas dû les laisser comme ça, on aurait peut-être déjà dû les baisser. En 2023, on a dit, il vaut mieux que vous les baissiez, parce que vous n'allez pas sans doute les réaliser en même temps toutes, et peut-être, il vaut mieux être plus prudent. Voilà, je reviens sur ce que j'ai dit. On revient sur des choses prudentes, mais on ne les annule pas non plus. On ne les remet pas en cause. On les retarde, ou alors certaines, si on a on mettra des priorités, on verra lesquelles qu'on mettra en avant si le contexte s'améliore dans les mois à venir. Voilà ce que je veux dire. François peut-être dire non, il n'y a pas d'autre. En fait, oui, effectivement, les AP doivent être revotés au moment du budget avec des crédits de paiement s'ils sont modifiés qui doivent être rééchelonnés. Après, effectivement, il sera toujours temps et le conseil municipal aura toujours la possibilité de revoir le niveau des crédits prévus, de l'enveloppe globale d'une part et de la répartition des crédits de paiement sur chaque année par la suite. Ouais. D'autant plus que des estimations que l'on fait, qu'on a à un moment, à l'instant T, où on a fait ces estimations, peut-être que si on faisait aujourd'hui des estimations, on ne serait pas du tout sur la même base. Ça n'a plus rien à voir. Donc, vaut mieux reculer dans le temps et voir si la pression aujourd'hui avec les matériaux et autres sur les appels d'offres pourront nous permettre d'avoir peut-être des choses plus raisonnables. Donc, on a mis le curseur, je vous dis, au niveau prudence. Voilà. Donc, d'où l'explication des AP. Et je préfère les présenter comme ça, des chiffres, que des chiffres peut-être qui n'étaient pas tenables,
ou qui aurait pu peut-être être tenable s'il y avait eu une sorte linéaire des années précédentes, mais on l'a pas. Voilà. Donc on est deuxième année, coup sur coup. Je pense qu'il vaut mieux être plus raisonnable dans nos présentations et transparent dans le même cas. Autre question? J'aimerais qu'on revienne sur le filet de sécurité qui est présenté, page 4. Donc pour prétendre à ce filet, il faut répondre à 3 critères. Le potentiel financier ou fiscal par habitant doit être inférieur au double de la moyenne de la strate. Est-ce qu'on pourrait savoir le niveau de Guilherme par rapport aux autres communes? Enfin, est-ce qu'on se situe Tu as ça, François? Ça a été effectivement évoqué lors de la commission plénière. Bon, la question avait été posée notamment du lien entre la hausse des dépenses d'énergie et l'impact sur le potentiel fiscal. C'est ce qui avait été demandé. Donc après de recherche, il n'y a pas de lien entre les deux, évidemment. Le potentiel financier, c'est simplement l'un des critères permettant de prétendre au filet de sécurité. Et il permet de mesurer les écarts de richesse entre les communes. Alors, juste pour rappel, le potentiel financier, il a remplacé le potentiel fiscal à partir de 2005 comme élément de mesure de la richesse théorique d'une commune. Il correspond, en fait, c'est la masse des recettes que la commune serait en mesure de mobiliser si elle appliquait des décisions qu'on a qualifiées de moyennes en termes de fiscalité. C'est-à-dire que le potentiel financier, il est égal au potentiel fiscal, sachant que le potentiel fiscal, c'était la somme que pourraient produire les 4 taxes directes locales si on appliquait aux bases communales le taux moyen national d'imposition. Donc on prend le taux moyen national de la strate, on multiplie par les 4 bases, et ça donne après le potentiel fiscal de la commune. Le potentiel financier, lui, eh bien, c'est ce que je disais, je vais y arriver. Alors, il est égal au potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire. Donc, on prend le potentiel fiscal, on rajoute la dotation forfaitaire et on compare les communes comme ça. Si le potentiel financier par habitant il est supérieur au double de la moyenne de la strate, alors la commune est considérée comme disposant de la capacité financière permettant de supporter la hausse des dépenses d'énergie, même si celle-ci représente une perte d'au moins 25% d'épargne brute en 2023 et est supérieure à 60% de la hausse de ses recettes réelles de fonctionnement. Et nous, alors j'ai pas la page correspondant à ça avec moi, il me semble pas. Ça, je peux aller le chercher, mais on n'arrivera jamais, on n'arrivera jamais à ce niveau. C'est-à-dire que on peut pas, le potentiel financier. Tu es bien, c'est vachement important. Le critère, on le remplit pour faire ça. On sera toujours. Dans les clous. On sera toujours en deçà du double. Non, mais c'est ça votre question. La réponse est suffisante. D'accord. Ok. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre. On a des fiches qui intègrent tous les renseignements par rapport au calcul de la DGF. Et dans cette fiche là, on voit aussi le potentiel fiscal et le potentiel financier par habitant. Et donc, il y a une marge. Ouais, je pense que c'est les communes très très riches en fait, qui sont au-delà de ce seuil. Et si tel était le cas, il n'y aurait aucun sens d'aller octroyer une aide. Quoi. Pour la suite, donc il y a 3 critères. Le premier, on le remplirait. Ensuite, une perte d'au moins 25% d'épargne brute en 2023. Et il me semble, d'après les calculs que j'ai fait, on sera à une perte de 27% entre 2022 et 2023. Ouais, c'est cohérent. Ouais. Donc voilà, on serait aussi, on respecterait ce critère-là. Et la dernière chose, il faudrait une hausse des dépenses d'énergie en 2023 supérieure à 60%. Bon, je ne poursuis pas. Est-ce que vous avez fait simuler ce qui se passera en 2023 si quelles seraient les dépenses sur le poste de dépenses énergie. Ouais. On est pour l'instant, d'après les éléments dont on dispose, alors on n'a pas encore reçu les premières factures, mais sur la base des éléments qui nous ont été fournis, on est à un coef. Alors j'ai mis 2,13 même. On nous annonce moins, mais j'ai mis 2,13 en coefficient sur l'électricité.
Donc on multiplie par plus de 2 notre facture de l'année passée. Et en gaz, même chose. Donc on est à plus de 100% d'augmentation. D'accord. Donc a priori, on remplit les critères. Après, c'est pas l'idéal serait qu'on ne les remplisse pas parce que ce serait plutôt bon signe. Mais... Okay. Merci pour vos réponses. De rien. Je profite juste d'avoir la parole pour confirmer par rapport à la commission plénière. Il y avait bien une erreur, page 19, Monsieur Simon, et donc c'était 34, je ne sais plus combien, mais 34,3 pour 2021. Ouais. Je poursuis ma question. Donc en toile de fond, on a la question des recettes de fonctionnement, dont il faudrait contrôler la hausse pour entrer dans le cadre. Bon, évidemment, c'est pas l'objet, hein, on a bien compris. Nous avons 2 questions au sujet de ces recettes. Tout d'abord, la cession de biens. Vous avez inscrit au budget la vente de la maison aux 13 places de la Libération, d'une part, et celle du local de la Poste, d'autre part. Pouvez-vous nous indiquer les montants que vous avez intégrés pour ces 2 transactions ? 2000, pour le local du 13 place de la Libération, c'est exactement le même montant auquel on l'a acheté. Et le reste, je ne lis pas dans le mar de café, ça va être pour 2025 qu'on a prévu de la vente. Aujourd'hui, il n'y a rien, elle n'est pas en vente pour l'instant. Je ne sais pas qui c'est qui a dit qu'elle était en vente. Elle va être sans doute en vente, j'en sais rien, mais pour l'instant, voilà. C'est pour 2025, dans le cadre de la perspective financière. Oui, non, mais si on pose la question aujourd'hui, c'est parce que lors de la commission, justement, la semaine dernière, on nous a dit que le prix de la vente était déjà intégré, je dirais, dans les chiffres qui étaient dans le rapport. Donc, c'est pour ça qu'on pose la question. Il y a dû avoir un chiffre qui a été mis comme ça, c'est une estimation, mais aujourd'hui, voilà, moi j'ai pas de... C'est comme tous les chiffres que l'on met dans une prospective, on nous demande d'être le plus rigoureux, mais bien malin, je vous dis, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qui va se passer en 2024, 2025 et 2026. On nous demande de sortir des trucs, moi, je veux bien des prospectives financières, mais là, c'est vraiment le hasard et le brouillard complet. Donc, on a mis un chiffre, mais qui peut-être sera pas celui-là. Si demain il y a une inflation sur l'immobilier, peut-être qu'on aura meilleur, peut-être qu'on aura moins bien s'il y a une crise, comme il y a eu en 2008 et en 2009 et en crise de 2008. Hein, il y a l'évaluation des domaines aussi. Voilà. Et on est parti sur une base à peu près de ce que l'on a aujourd'hui vendu dans le centre-bourg les derniers temps. Voilà. Bah, on l'a fait. Hein? Oui, il y a encore du monde dedans. Ouais. Non, mais même si c'est, je dirais, à grosse maille, et puis, je veux dire, les chiffres, vous avez bien intégré un chiffre pour mettre... Monsieur Collat nous disait tout à l'heure que les chiffres, il ne fallait pas leur faire dire... Bah, nous, on demande simplement quel chiffre a été pris en compte, c'est tout. Après, ça ne veut pas dire que ça sera le prix précis de la vente. Ouais. 250 000, voilà. Mais, je parlais trop vite. Aujourd'hui, ça va être à vendre 250 000. Vous allez voir, demain, ça va être 250 000. Ça va partir comme une traînée de poudre dans la ville d'Aguilère. C'est ça le problème. C'est ça le gros problème dans ce pays. Bon, je veux bien terminer ma question. On verra bien. Est-ce que je peux enchaîner, monsieur le maire? Oui, allez-y. Merci. Donc, pour terminer, les recettes fiscales progressent 45% sur le mandat d'après les prévisions, passant de 4 millions à 5 800 000, je crois. Donc 45% sur le mandat. Cette prévision ne tient pas compte d'une éventuelle augmentation de la politique fiscale de la commune. Pouvez-vous nous dire quelles orientations vous comptez prendre sur la deuxième moitié du mandat et à court terme, quelle évolution de l'impôt local pour 2023? Merci. Bon, c'est pas une volonté de ne pas vous répondre. Je vais avoir remettre la même chose que, je sais pas. Je vous dis franchement, je sais pas. On a une revalorisation des bases qui va être de 7, selon la loi de finances, 7,1%. Voilà. Ça, je sais que pour la préparation du budget, on a ça déjà. Les bases, je pense qu'elles auront évolué. On aura une
l'évaluation mathématique des bases. Hein? En mars, on l'aura. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout quels seront le montant des bases. Donc voilà. Moi aujourd'hui, j'attends d'avoir ces chiffres-là pour savoir quelles propositions je vais vous faire en 2023. Mais là, en 2024 et 2025, franchement, c'est la même réponse, la même. On est dans le brouillard. Je ne sais pas. Aujourd'hui, si on tient les chiffres comme on a, si tous les ans on se prend la même augmentation sur l'énergie en même proportion, je pense qu'à un moment la fiscalité, il faudra se poser la question. Mais sinon on sera malade, il y en a qui seront morts. Mais je dis ça, mais franchement, on est dans une période compliquée, très compliquée. Et vos questions, je comprends que vous les trouvez normales. Et moi, je ne peux pas vous répondre. C'est pas parce que j'ai pas envie de vous répondre. C'est parce que si je dis un chiffre aujourd'hui, ça va être pris pour argent comptant. Et je préfère me laisser encore je dirais la possibilité de faire modifier les choses. Et je profite de dire que je ne m'inscrirai pas dans le choix de ce que font les autres collectivités. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le rapport de la métropole qui va être présenté, il était bien marqué que les communes pouvaient, puisqu'il y aura une augmentation d'1,2% à la métropole, les orientations, au moins sont prises cela, on demandait aux communes de faire exactement l'inverse pour pallier aux augmentations de la métropole. Moi, je ne me mêle pas de ce qui se passe dans les autres communes et j'ai pas envie qu'on me dise qu'est-ce qu'il faut faire sur la commune. On n'a pas du tout les mêmes structures, les mêmes strates, les mêmes bases, les mêmes machins. Voilà. Donc, je dirais, voilà. Mais le choix sera fait pour au moins équilibrer les comptes, et pour comment dire, inhiber les effets ciseaux que si on ne prenait pas des décisions maintenant, je dis ça pour les plus jeunes, les conséquences seraient catastrophiques dans 7-8 ans, même avant ça, avec l'effet ciseau où une inversion des charges ne pourrait plus être et une inversion des recettes parce qu'on sait que ça va être compliqué en matière fiscale. La fiscalité évolue tellement vite, on a des compensations avec des équations aujourd'hui, mais le seul levier que l'on a aujourd'hui, globalement, c'est la taxe foncière, c'est tout, on n'a plus rien comme levier autrement. Même si on a des transferts et des équations pour avoir des compensations. Mais je ne me fais pas de doute, demain on va nous leur rogner là-dessus aussi. Autre question ou intervention? Il n'y en a pas. Bon, c'était un débat, donc de toute façon, il y a un vote. Bon. Vous êtes sûr? Entre ceux qui votent, bon. Entre les coups, il n'y a pas de vote et il y a un vote. Bon, l'acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire. Bon. Y a-t-il des gens qui me préparent part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Ensuite, c'est toujours Michel sur la convention d'adhésion avec le CDG 29, changement de logiciel RH. Il s'avère aujourd'hui nécessaire de se doter d'un logiciel RH plus performant correspondant à la strate de notre collectivité. Dans cette perspective, le Centre de gestion du Finistère, établissement public partenaire, ressources humaines des collectivités territoriales, nous a proposé une prestation complémentaire à ces missions obligatoires. Celle-ci donne accès aux collectivités adhérentes à une plateforme de services permettant l'utilisation d'un logiciel métier de l'éditeur Cyril Group, ainsi qu'à un ensemble de fonctionnalités constituant un système d'information RH type CIR, donc qui possède des modules de base, gestion des rémunérations et élaboration des payes, gestion des carrières et des dossiers administratifs, gestion des maladies. L'avantage de cette prestation complémentaire par l'intermédiaire du CDG 29 est d'accéder à un meilleur prix, à un service adapté à notre organisation, ainsi qu'à une mise
à disposition de moyens humains et techniques, tant au niveau informatique qu'en matière de ressources humaines. Afin d'accéder à la prestation complémentaire du CDG 29, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention d'adhésion à la plateforme CIR Full Web présentée par le CDG 29 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Merci. La commission plénière a vu le dossier? Oui, avis favorable. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, on passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Voilà, y a-t-il des questions diverses? Oui. Concernant la salle Joubin, donc lors du conseil municipal du 21 janvier 21, vous avez posé la question de savoir s'il y avait une rénovation de prévue pour la salle Joubin. Donc vous nous aviez répondu, donc pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour ce bâtiment, mais j'informerai l'Assemblée dès que cela se passera. L'avenir de cette salle est en effet une question que l'on doit se poser. Depuis, donc dans la presse, mercredi, nous avons vu un article comme quoi donc la salle était mise à la disposition de la Fab Lab Iroise et l'association Penarslot. Donc vous-même, vous qualifiez cette décision de remarquable opportunité pour la commune. Donc aussi, en tant qu'élu, on s'étonne en fait d'avoir appris cette information par la presse et de non. Alors, voilà. Et pardon, je termine juste. Bon, Est-ce que donc vous pouvez nous en dire plus, notamment concernant la durée et le fonctionnement de cette mise à disposition? Voilà. Thierry, tu veux répondre? Oui, effectivement, donc il y a deux associations qui vont arriver à Joubin, donc il y aura une convention d'occupation des lieux qui va être faite comme toute association guilérienne. Donc ces associations, donc le Fab Lab a vocation à promouvoir un petit peu toutes les technologies d'imprimante 3D, enfin toutes ces choses modernes un peu, avec des contacts avec les écoles, avec les plus jeunes, un peu pour leur faire découvrir un peu toutes ces... Et puis pas que aussi, et puis voilà, ça sera ouvert à tout le monde pour faire découvrir un peu toutes ces technologies-là. Voilà, c'était ça l'objectif de l'arrivée de ces deux associations-là. Alors, sur l'aspect peut-être, il y a deux questions dans votre... Il y a la question d'information. C'est vrai que on est en contact avec eux depuis plusieurs mois. Ils sont dans des locaux exigus dans une autre commune, je ne vais pas dire le nom de la commune, et qu'il y avait des discussions en cours. Mais les discussions n'ont pas abouti, semble-t-il, dans cette autre commune. Et donc, moi, ils étaient en contact avec les élus, mais moi, je voulais les rencontrer pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en était. Et après les avoir rencontrés, j'ai trouvé que c'était parce qu'on peut avoir plein d'associations, je ne veux pas dire qu'il y a des mauvaises associations, mais cette association a la particularité, c'est qu'elle peut apporter quand même beaucoup de choses en matière de, je dirais, pédagogie pour les jeunes, pour les écoles. Et une fois qu'ils m'ont présenté, quelque chose que je ne connaissais pas, il y en a plein de Fab Labs a priori partout là, mais après les avoir rencontrés, ce qui leur manquait c'était de l'espace. Et au début, moi j'avais pas cette idée du tout, et après je me suis dit, bon sang, c'était de l'occasion de les accueillir à Joubin, de voir un peu et discuter avec eux, et dans la discussion qu'on a eue récemment, la dernière encore, c'était le jour où on a fait ce petit point presse là. Vraiment, il y a des choses intéressantes, pédagogiques et ludiques. Et ludiques parce que c'est quelque chose que on a tous joué aux petites voitures quand on était petit, mais là c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, pour aussi apprendre aux gamins à travailler sur des machines numériques tout en étant dans le ludique, je trouve ça génial. Et voilà, on a fait le pas, le seul endroit qui pouvait les accueillir. De toute façon, si on n'aurait pas parlé au sein de ce conseil-ci, on en aurait parlé au prochain, puisque de toute façon, il y a des petits travaux à faire, des cloisonnements à faire, des mises en sécurité, des mises aux normes. Pas mises aux normes, puisque le bâtiment est des mises en sécurité et autres, puisque effectivement, il y aura du matériel qui va coûter très cher et qui sera mis là-dedans. Donc, il faut,
sécuriser des portes et sécuriser peut-être des barrières. Enfin bon, bref, on est en train de mettre tout ça, réfléchir à tout ça, et ça sera vu dans le budget, ou moins tout les gros morceaux, les choses les plus importantes. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, mais effectivement, je pense que ça va être quelque chose qui peut apporter beaucoup à la commune en matière de réflexion, et peut-être donner des idées à des jeunes, parce que ce sont des gens qui mettent leurs compétences en même temps sur des sujets différents, et qui mettent des compétences et qui fabriquent des choses que peut-être même pour réparer du matériel, que des choses qu'on ne trouve pas parce que c'était fabriqué en Chine, parce que c'était fabriqué ici, et ils sont capables de le faire avec leurs compétences. Je trouve ça très bien, et j'espère qu'ils en feront profiter les Guilériens et surtout les jeunes. Voilà. C'est dans cet esprit-là qu'on a fait ce choix-là. Donc aucun souci, je veux dire, par rapport au choix, c'est pas là notre question. En fait, c'est le fait qu'on soit mis au courant à travers la presse qui nous a un petit peu. Oui, je sais. On aurait peut-être dû attendre que le Conseil ait eu lieu et le présenter comme ça. Mais bon. Et il est prévu autre chose, enfin, qu'on revienne sur justement la rénovation, ce qui est prévu pour l'entretien de la salle. Ça va être porte à changer et une cloison centrale à séparer, parce qu'il y a du matériel. Enfin, toute la salle de Joubin ne va pas être pour eux. Donc il y a une partie qui va être quand même mutualisable, celle où il y aura du matériel, le matériel de fabrication, j'entends entre guillemets, bien sûr ne sera pas mutualisable, puisque c'est du matériel qui coûte très cher, et ce sont que les personnes habilitées qui pourront faire avec. Mais dans l'autre partie, la partie quand on rentre, il y aura une salle qui pourra servir à faire des réunions, mis à disposition de la population pour un café après l'enterrement ou autre. Voilà, je ne sais pas. Mais, voilà. Donc, si j'ai bien compris, ça reviendra à l'ordre du jour. Ça reviendra à l'ordre du jour. Je pense que ça sera plutôt mis dans l'aspect budgétaire. On marquera les travaux salle Joubin, et puis voilà, il y aura une somme. Mais ça va être fait par les services municipaux. Hein. C'est pas des choses qui sont. C'est très simple à faire. Hein. Voilà. Et la convention sera pour durée de combien de temps? Alors, je suppose que comme ils ont quand même du matériel assez sophistiqué les uns les autres, je pense qu'ils vont pas, je dirais, s'installer là si c'est pour rester 1 an ou 2. Donc, non, mais je pense qu'on va partir sur 3 ans d'abord, et après on verra à terme si on fera un point d'étape avec eux. Je pense que le temps qu'ils arrivent, qu'ils s'installent, qu'ils développent un peu la communication intégrée, j'espère, des Guilériens. Il y a des Guilériens dedans déjà, mais de faire intégrer d'autres Guilériens, je pense qu'il faut laisser au moins 3 ans à cette association pour faire un point d'étape et de voir comment on peut discuter, s'il faut faire évoluer les choses ou pas d'ailleurs, je ne sais rien, mais voilà. Autres questions diverses? Il n'y en a pas? Bien, merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Et donc, prochain conseil le 9 mars pour le budget.